Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour cette nouvelle vidéo concernant Outlive, le jeu de gestion et de survie dans le monde post-apocalyptique, non pas zombie mais plutôt radioactif. Alors qu'est-ce que je vais vous proposer dans cette vidéo? Simplement de voir en détail les règles de façon à ce que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Moi je sais que d'avance le jeu me plaît énormément, ça change totalement des jeux auxquels je joue actuellement. Donc à ce sujet, je tiens à remercier bien sûr Grégory Oliver, le créateur du jeu, avec qui je suis en contact sur Facebook, ainsi que la boîte de jeu éditeur du jeu et mon partenaire BlackRock Games Distributeur. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer comment on joue à Outlive. Alors tout d'abord, chaque joueur va sélectionner un abri et choisir sa couleur. Moi en l'occurrence, j'ai pris l'abri couleur bleue. Alors une fois qu'on a sélectionné notre couleur d'abri, on va prendre le marqueur correspondant à cette couleur, on va le positionner sur 0 de la jauge de radiation. On va prendre ensuite 3 salles communes. Alors les salles communes, ce sont les salles qui ont une dominante jaune sur leur face détruite, qu'il faudra positionner sur le côté gauche de notre abri. Alors la face détruite, on la reconnaît comment? Et il y a la petite roue crantée là. Donc c'est la signalétique de reconnaissance des salles détruites. Ensuite, on va piocher 6 salles. Alors là, effectivement, hop, je vais piocher 6 salles, 4 et 2, 6. Et on va en conserver que 4. Alors faites attention parce qu'il y a des doublons. Donc là je vais consulter mes salles et je vais en sélectionner 4. Donc voilà, j'ai sélectionné 4 salles que je vais venir positionner à droite. Alors il n'y a pas forcément d'impact si vous mettez des salles communes à droite et d'autres à gauche, hein, c'est pas, il n'y a rien de... il n'y a pas d'impact particulier, donc je les pose ici. Donc là c'est réparation automatique d'un équipement. Ça sera son bonus. Donc là, plus un survivant par tour. Là, on aura la jauge de radioactivité -1 et une eau permanente. Là, on aura toujours une eau permanente par tour. Et j'ai bien sûr posé sur les faces détruites. Alors, ce qu'il faudra faire, ça va être de sélectionner une de ces salles, n'importe laquelle, des salles avancées ou communes, et gratuitement construire cette salle. Alors admettons là, ce qui m'intéresserait par exemple, c'est d'avoir une eau permanente, parce que l'eau est importante. Donc là, ça sera actif que quand toute la ligne de survivants sera remplie. Ça veut dire que les survivants sont affectés au travail de cette salle et gagneront une eau permanente. Voilà. Ensuite de ça, une fois que les salles ont été construites, on va placer 4 survivants. Alors là, admettons, je vais en placer un à l'entrée du sas, parce que c'est important de le mettre là pour tout ce qui est contrôle de la radiation. Et bien sûr, pour activer cette salle, j'ai rempli totalement de survivants. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, je ne l'ai pas forcément fait dans l'ordre, mais dans le livret des règles, il est stipulé qu'on doit piocher 2 cartes leader. Donc là, d'abord, je me suis occupé des salles, et ensuite, je m'occupe de mes leaders. Parmi un choix quand même relativement important, on va piocher 2 cartes. Je mettrai les autres de côté, et on va retourner, et on va choisir laquelle des deux on va garder. Alors là, je tombe sur une rôdeuse de 32 ans. Qui nous donne des ressources de départ de 2 boîtes de conserve ainsi que d'un grappin. Alors ça c'est intéressant le grappin. Donc je pense que oui, je vais prendre la rôdeuse. Et on va voir un petit peu sur cette carte. On va décortiquer la carte d'un leader et voir ce que ça apporte. Alors,
Solène Livriche, c'est une rôdeuse de 32 ans et on peut voir sur le centre à droite de la carte qu'il y a des symboles. Alors, ces symboles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos 4 héros, nos 4 survivants, vont être placés par rapport à la carte de jeu. Alors, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais ça veut dire que chaque lieu est représenté ici. Donc en haut à gauche, on a la forêt. Au centre, en haut, on a le barrage. Et en haut à droite, on a la base militaire. Donc vous aurez compris que nos meeples, au départ, vont être placés 1 sur la forêt, 2 sur la ville qui est à gauche, 1 sur le cargo, et 1 dans la mine. Voilà un petit peu à quoi va servir ces symboles. Solène va nous rapporter 2 départs, 2 conserves et le grappin. Alors, j'ai récupéré ce que nous demande la carte de Solène. Je place l'équipement sur le côté gauche de mon abri. Tout ce qui est placé du côté gauche est considéré comme cassé. Donc, c'est un équipement qu'il faudra réparer. Et je place les 2 ressources de départ en nourriture sur l'emplacement dédié aux nourritures. Alors j'ai expliqué durant l'unboxing l'utilité des différentes salles, l'eau, la nourriture, le métal, le bois, les puces, les munitions. Bien sûr c'est le stockage de notre abri. Allez, on va s'occuper du plateau de convoi. Donc le plateau de convoi est le plateau qui sert à compter les 6 tours de jeu, soit les 6 jours pendant lesquels les survivants vont subir des vagues de radioactivité qui vont croissantes en fonction de l'augmentation des jours. Cette ville est condamnée à être irradiée totalement, donc il faudra être le meilleur clan, en gros. Donc on va prendre nos cartes événements. On va les mélanger et on va en tirer 6 face cachée par ordre. Donc premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, cinquième tour et sixième tour. Vous verrez que ces événements sont là pour nous massacrer un petit peu. Mais bon, qui sont possibles à contrer. Alors voilà, on va maintenant disposer tout le matériel nécessaire pour jouer, tout en sachant qu'on va mettre les pions qui ne sont pas utilisés en réserve. Donc là ça n'apparaît pas sur l'écran, mais sachez qu'on met les pions dans un coin de la table de jeu pour les avoir en réserve. Donc là, on va mettre en place, ça va se faire tout de suite. Allez, voilà, donc la mise en place de la table de jeu a été effectuée. Alors j'ai rajouté un petit peu, vous connaissez le mage elfe, il a tendance à un petit peu en rajouter, notamment sur la forêt avec quelques petits rondins de bois, quelques munitions, et pour la chasse, quelques animaux, notamment un lapin crétin toxique irradié aux yeux jaunes, voilà pour symboliser les endroits où l'on chasse, où l'on prend du bois, où il y a des munitions, voilà, ça c'est juste pour agrémenter le jeu. Alors, comment ça se passe au niveau du dispatch des denrées, enfin des denrées et du matériel? Tout simplement, en haut, à droite de chaque lieu, sur les 6 lieux que nous avons, 7 si on compte le cargo, on a 6, 8, 10, par exemple sur la fête foraine, on a 6, 8, 10 sur la ville, 6, 8, 10, il n'y a que l'eau, 7, 9, 11, etc. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que à 2 joueurs, on a tant de ressources, à 3 joueurs, on a tant de ressources, à 4 joueurs, on a tant de ressources. Voilà. Là, je simule une partie à 2 joueurs pour les besoins de la présentation des règles. Donc si je prends la fête foraine, on a 6, 8, 10, on est à 2 joueurs, on prend 6 ressources, donc je vais poser 6 puces sur la fête foraine, pareil pour le métal, 6, pareil pour les villes. Alors là c'est pareil, oui exact, mais c'est des tuiles, c'est pas des ressources, donc c'est les tuiles qu'on va piocher quand on va venir sur les villes. Pareil pour l'autre, donc là on est sur Blackwood, là on est sur Silent Peak, et la base militaire, donc pareil, on a 6 munitions, et l'eau par contre on en a 7. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, donc on a positionné 6 tuiles
de gibier. Voilà. Parce qu'on est 2 joueurs. Donc on a composé 3 pioches de 6 tuiles. Ça, on verra un petit peu la gestion de la chasse après, parce qu'il y a plein de numéros sur les tuiles et vous allez vous perdre là-dedans. Donc là, non, pour l'instant, je vous parle simplement du placement. Donc 6 tuiles sur chaque endroit. À savoir que les ressources qu'on a sur le plateau vont se renouveler à chaque tour, mais les tuiles gibier, elles, par contre, seront épuisées définitivement, ce qui rend quand même le jeu relativement réaliste, hein, donc il n'y a pas du gibier à foison. Donc voilà, on a placé nos meeples selon ce que je disais tout à l'heure au niveau de la carte. L'adversaire a placé ses meeples en fonction de son leader et des emplacements qui lui stipulaient. Petite précision, ici on ne la voit pas bien, mais il y a un jeton algue. Ce jeton va être important car il pourra baisser le niveau de radiation de 1 point à chaque fois que le premier joueur viendra dépenser un point d'action pour le prendre, à savoir qu'on le retournera sur sa face recto pour signaler qu'il n'y a plus de ressources algues qui sont disponibles. Voilà, alors j'ai tout est en place sur le plateau de jeu. J'espère que je n'oublie rien. On va passer directement... ah oui, j'ai oublié une petite chose, plus important, l'équipement. Donc on va tirer 3 tuiles, 6 tuiles équipement, et on va les mettre sur chaque ville. Voilà, donc on a 3 équipements du côté de Blackwood, 3 équipements du côté de Silent Peak, et on construit une pile d'équipements voilà, face cachée qu'on viendra retirer, renouveler à chaque tour. Voilà, là je pense que je n'ai plus rien oublié. J'ai mon jeton premier joueur que je me suis octroyé. Parce que, admettons, je considère que le joueur adverse il est moins âgé que moi. Donc moi j'ai 32 ans, je m'appelle Solène Livrich et je suis une rôdeuse et je suis beaucoup plus expérimenté que mon adversaire. Donc je récupère le jeton premier joueur et on va passer maintenant aux règles à proprement dites. Alors comment est-ce qu'on va jouer à Outlive? Alors Outlive se joue en 6 tours, hein, on va considérer que c'est des jours, en 6 jours, qui sont eux-mêmes découpés en 3 phases. Une phase aube pour l'approvisionnement, le réapprovisionnement pardon, du plateau en ressources. Une phase de jour où là les héros vont récolter les différentes ressources sur le plateau et faire les différentes actions qui vont bien. Et une phase de nuit qui va cette fois-ci se dérouler dans l'abri, où les joueurs vont résoudre les événements des cartes événements, vont gérer la radioactivité, nourrir leur clan, recruter de nouveaux survivants, améliorer leur abri et réparer l'équipement. Donc on va voir tout de suite la phase aube. Alors, la phase de réapprovisionnement se fait ainsi. Avant chaque nouveau tour, donc les joueurs doivent réapprovisionner chaque lieu sur le plateau de jeu. Donc s'il manque des ressources, de munitions par exemple, on va rajouter des munitions à raison de d'autant de ressources qu'il y a de joueurs, comme je le stipulais tout à l'heure. Particularité des cartes équipements, les cartes équipements qui n'auront pas été prises, hein, bon là c'est pas le cas parce qu'on est au tour 1, hein, on n'a pas fait encore le tour 1, mais les cartes équipements qui n'auront pas été prises, eh ben, elles sont renouvelées, donc ça veut dire qu'on va les défausser, on va en piocher d'autres. Donc je ne vais pas trop aller loin dans cette phase de réapprovisionnement que je vous conseillerais de consulter le livret des règles qui est disponible à l'adresse que je mettrai dans la description de cette vidéo, hein. Il y a un petit PDF, donc à savoir qu'on va réapprovisionner tout le plateau, les tuiles des villes, les cartes équipements et les denrées et matériaux. Alors, après la phase d'aube, on a la phase de jour.
c'est-à-dire c'est là où nos meeples, nos héros vont s'activer. Par contre, on va toujours commencer le début du tour en retournant la carte événement qui est face cachée correspondant au tour dans lequel on est, et on applique les effets des événements non résolus des tours précédents, ce qui n'est pas le cas là, parce que là on est au premier tour. Et là on a quoi? On a pénurie globale. Alors ça fait quoi ça? Donc là on est à 2 joueurs, on est d'accord. Les réserves de bois, métaux et puces du plateau diminuent. Pour 2 joueurs, on enlèvera une ressource de chaque. Pour résoudre cette carte, il faudra dépenser 3 puces et 2 munitions. Mais ça, on verra plus tard comment résoudre les cartes, événements. Et par contre, en haut à gauche de l'écran, enfin de la carte, nous avons les points de survie que va rapporter cette carte si on la résout. Donc voilà, on va déjà commencer par ça. Et ensuite, on va passer au déplacement. De nos héros. Alors, on va voir maintenant les déplacements. Vous noterez que j'ai rectifié ici, j'ai rajouté les survivants parce que j'avais oublié lors de la mise en place. Voilà, c'est rectifié. On va voir comment on déplace nos héros, ou meeple, on l'appelle comme vous voulez. Hein. Vous étonnez pas si j'utilise les deux termes. Alors, on va commencer par le joueur ayant le jeton premier joueur. Il aura droit de choisir un de ses héros inactifs. Ça veut dire qu'un héros inactif est un héros couché, un héros actif est un héros qui sera debout. Voilà, ça bien spécifier cette appellation car elle aura son importance dans le jeu. Il devra donc déplacer un de ses meeples de 1 ou 2 lieux de distance. C'est-à-dire qu'il pourra déplacer de la mine vers le cargo ou de la mine vers une ville, etc. Ou alors carrément de 2 distances, mais en suivant strictement les flèches qui relient 2 lieux entre eux. Par exemple, là c'est mon tour de jouer. Je vais activer mon meeple de force 3. Ça, on va voir un petit peu à quoi ça correspond. Je le déplace d'un lieu, 2 lieux, et je viens ici. Et on passera ensuite à la collecte. Alors ça, on va voir après. Simplement, il y a des restrictions dans les règles de déplacement. Donc là, j'ai déjà dit que les héros se déplacent de 2 lieux de distance maximum en suivant scrupuleusement le chemin reliant les différents lieux. Un héros ne peut jamais rester ou revenir sur le lieu où il se trouvait au début de son déplacement. C'est-à-dire que j'ai commencé mon déplacement ici, je fais 1, admettons, hein, c'est un exemple, et je ne peux pas revenir de là où j'étais parti. Voilà. Là, c'est pas le cas parce qu'il y a le cargo. Le cargo est un endroit particulier, mais si on prend la ville, j'ai pas le droit de faire 1 et de revenir. Voilà, tout simplement. On ne peut pas avoir 2 héros sur le même lieu. C'est-à-dire qu'admettons, si mon héros est ici, je vais l'activer, c'est son tour. Je ne peux pas aller sur ce lieu, ni sur ce lieu. Voilà, parce que ça me force à avoir 2 héros sur le même lieu, qu'ils soient inactifs ou actifs. C'est interdit d'avoir 2 meeples sur le même lieu. Par contre, un héros a le droit de traverser un lieu, même si effectivement il y a un héros d'actif, voire inactif. Alors là, c'est pas un bon exemple parce que le cargo, c'est un endroit particulier qu'on verra tout à l'heure. On va dire que je vais traverser par en haut. Donc je pourrais faire 1, 2 et venir récolter ensuite mes ressources. Voilà. Et on peut arriver sur un lieu où il y a déjà des héros actifs ou inactifs, mais adverses, d'une couleur différente, comme on a pu le voir dans cet exemple. Alors, on va passer maintenant à la collecte, à savoir que je me suis trompé tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais mis des boîtes de conserve à la place des ressources bois. C'est pas grave, c'est juste le mage elfe qui de temps en temps abuse de l'hydromel. Alors là, on va voir comment récolter des ressources. C'est tout simple, j'ai un meeple qui est inactif, c'est à mon tour de jouer, donc j'ai 2 choix. Soit je peux me déplacer dans la forêt et récupérer des ressources et chasser ou chasser, hein, peu importe, en fonction de ma force, ou je me déplace de 2 lieux et j'utilise mes 3 actions pour récolter de l'eau, à condition qu'effectivement je dépense une puce
sur le barrage. Alors pourquoi? Là je n'ai pas de puce, donc ça sert à rien que j'aille récolter de l'eau parce que j'ai obligation d'avoir une puce pour utiliser le décontaminateur d'eau du barrage pour faire ma récolte d'eau. C'est obligatoire d'utiliser une puce qu'on pourra prendre bien sûr à la fête foraine. Et là ça ne me sert à rien d'aller au barrage parce que je n'ai pas de puce. Là qu'est-ce que je vais faire? Je vais me déplacer, donc je vais activer mon meeple de force 3. Je me déplace sur la tuile forêt et là j'utilise mes 3 actions pour prendre les ressources de bois. Voilà, tout simplement. Hop, et je le mets là. Ensuite, on va voir maintenant l'exemple de chasse. Donc je vais reprendre mes ressources et je vais les remettre là parce que je vais décider non pas de prendre des ressources de bois, mais je vais décider de chasser. Alors je décide de chasser, à savoir que dans le jeu nous avons 5 types de gibier avec des couleurs de pelage différentes et aussi une résistance qui est en rouge sur la carte. Donc là je vous présente les 5 gibiers différents à chasser. Alors seul le premier gibier de la face visible est autorisé à être chassé. Voilà, ça il faut le savoir, on a le droit de chasser que le gibier qui est sur le dessus de la pile en gros, hein, tout simplement. Alors pour chasser un gibier, il faut dépenser un point d'action par point de résistance, c'est-à-dire le chiffre en rouge qu'on a au niveau du gibier. On peut par contre diminuer cette résistance en dépensant les munitions qu'on aura acquises au niveau de la base militaire. Donc là, chaque munition dépensée diminue de 1 la résistance du gibier. Par exemple, si j'avais une balle, eh ben là mon gibier est de niveau, de résistance 3, ben, je n'utiliserai que mes 2 points d'action. Voilà, ça fait baisser le niveau de résistance. Ce qui lui permettra de garder, par exemple, là on a dépensé 2 actions plus une munition pour chasser ce gibier. Il me reste un point d'action et ce point d'action je vais pouvoir l'utiliser pour récolter mon bois par exemple. Et le gibier que je prends, donc c'était un gibier de résistance 3, je vais venir le mettre, alors là on va peut-être pas voir au niveau de l'écran mais je vais le mettre ici. Donc on va le mettre entre parenthèses à droite de son abri. Pourquoi on va le garder? Parce que si toutefois on vient à chasser encore le même gibier et quel que soit le meeple sur la table de niveau 3, ça va nous augmenter un point de nourriture. Je m'explique. Je viens de chasser le gibier de niveau 3 et si on regarde mon gibier de niveau 3 sur sa carte, il me rapporte un point de denrées périssables. Voilà, donc ce point là je vais le prendre et je vais le mettre dans la nourriture de mon abri, tout simplement. Par contre, si je viens à chasser un gibier de même type, par la suite, eh ben, au lieu de gagner un point de résistance, eh ben, je vais gagner le niveau au-dessus qui sera 2 points de résistance, etc. Si je viens à chasser le même gibier 4 fois, eh ben, je gagnerai 4 points de ressources, pardon, j'ai dit résistance, mais je crois que j'avais dit ressources. Enfin bref, on va gagner 4 steaks, quoi. Voilà, c'est vite réglé, c'est du steak, donc c'est périssable, ça dure qu'une journée. Donc voilà, simplement pour symboliser quoi. Alors je connais bien la chose, si vous me le permettez, c'est que plus on va chasser le même gibier, plus on va connaître son environnement, ses habitudes, les coulées dans lesquelles il passe. Voilà, on va connaître un petit peu tout. Donc là c'est l'expérience de la chasse du même gibier qui va augmenter la connaissance du territoire, etc. Donc là je trouve que c'est une super idée parce qu'en fait c'est très réaliste et plus on chasse le même gibier, plus on a la connaissance de ce gibier. Alors petite particularité au niveau de la chasse, le gibier n'est jamais réapprovisionné, je pense que je l'ai dit tout à l'heure. Donc un lieu où toutes les tuiles gibier ont été chassées ne fournit plus de gibier tout simplement. Alors on va revenir un petit peu à la collecte de nos ressources et on va surtout étudier le cas de figure où il y a un ou plusieurs héros actifs
sur une tuile. Et on va voir comment ça se passe quand un héros adverse plus fort, par exemple, ou un héros de votre clan plus fort, arrive sur une tuile d'un héros actif. Alors je précise bien, ça ne fonctionne que s'il est actif. Comme là, le 3 bleu est actif. Par contre, le 5 orange va s'activer maintenant, car c'est au second joueur de jouer. Donc il va décider de faire 1, 2, parce qu'il a besoin de métal. Et on s'aperçoit que un héros, avant de récolter ou de collecter ses ressources, devra automatiquement mettre la pression au meeple le plus faible. Donc là, on fait la différence des deux. Donc 5 moins 3, 2. Donc il lui met 2 de pression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le joueur bleu sera dans l'obligation de lui donner 2 ressources de son choix, parce que l'autre lui met la pression. Il peut par contre utiliser des munitions pour diminuer les ressources qu'il a. C'est-à-dire par exemple, s'il avait une munition ici, hein, je vous la montre, admettons, il va la défausser, il va dire ben non, moi je me défends. Alors on ne tue pas le meeple adverse, on se défend simplement. Donc je me défends avec une balle et tu n'auras qu'une boîte de conserve. Donc là j'ai respecté la pression qui est de 2. Voilà, donc par contre, si je n'avais pas de munitions, dans ce cas-là, ben, j'aurais été dans l'obligation de lui filer 2 ressources de mon choix. Hein. J'aurais pu lui filer du bois, du steak, enfin bref, tout ce que j'ai dans mon abri, de façon à dire, ok, ben voilà, de toute manière, j'ai pas le choix, je te file, je m'incline à la pression et je te file ce que je te dois. Donc voilà pour la pression, à savoir qu'il y a des particularités. Donc bien sûr, la pression s'exerce uniquement sur les héros actifs. Les héros inactifs, eux, par exemple, s'il vient là, ben non, lui, il va pas lui mettre la pression. On est d'accord, il est inactif. Par contre, effectivement, si, à l'inverse, lui, il va s'activer, et admettons que celui-là est parti ailleurs, il va venir là, le fait d'arriver sur une tuile dont le meeple actif est plus fort, ben là, ça met pas non plus la pression. Donc là, c'est simplement lorsqu'un héros adverse ou de votre clan arrive sur une case où il y a un héros adverse présent et qui est inférieur en force à notre héros qui vient de se déplacer, oui, là, il y a automatiquement la pression et il est obligé de racketter, entre parenthèses, l'adversaire. C'est là, on n'a pas le choix. Par contre, si un joueur n'a plus rien dans son abri, il n'a plus de, je sais pas, de boîte de conserve, de steak ou de bois ou peu importe, eh ben, il peut rien donner de ce qu'il a déjà, tout simplement. Donc il se prendra une claque, entre parenthèses, par le plus fort. Et ben, il repartira, entre parenthèses, si je peux me permettre l'expression, la queue entre les jambes, parce que le meeple le plus faible n'a absolument rien à donner. Voilà, donc je reviens un petit peu sur les collectes. Donc là, on va reprendre un exemple. Donc je vais activer ce meeple qui est de force 5. Il va décider d'aller en ville parce qu'il a besoin de prendre du matériel. Donc il va mettre automatiquement la pression au 4, qui, admettons, n'a rien à lui donner. C'est pas grave. Alors à savoir que la pression est une action gratuite. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais c'est une action gratuite. Et là, maintenant, le meeple orange pourra dépenser ses 5 points d'action pour récolter en ville. Alors, en ville, c'est particulier parce que sur le côté de la ville, nous avons 3 cartes équipement et qui, pour une action, on pourra récupérer, admettons, les 3. C'est ce que je vais faire. Donc, je récupère une armure. Voilà, qui va m'apporter, qui va me protéger de la pression subie de -2. Je vais prendre un détecteur de métaux, voilà, que je devrais, tout ça bien sûr, ça va partir dans l'abri à réparation. Et l'arc qui va permettre de chasser, de gagner je crois plus une nourriture en forêt. Donc ça, tout ça, ces équipements, bien sûr, je vais les positionner sur le côté gauche de mon abri. Pas anti-atomique, mais parce qu'il est percé de trous, donc on reçoit la pression des radiations. Alors, voilà, donc là, j'ai utilisé 3 points d'action pour prendre mes ressources. Attention, lui, il va se barrer, je vais mettre là. Pour prendre mes ressources, donc il me reste 2 points d'action, étant donné que la pression est gratuite. Donc là, je vais tirer 2 fois là. Donc là, je gagne une planche, et je vais gagner, hop,
un bois que je vais mettre dans la case adéquate et je vais retirer une deuxième. Et là, c'est un placard vide. Donc voilà, du coup, je vais utiliser tous mes deux actions et je mets ça sur le côté. Et on va laisser le nombre de tuiles qui reste jusqu'à la fin du tour. Ça sera réapprovisionné au tour d'après. Voilà, ça, la particularité des villes, c'est ça. C'est simplement ou tirer des tuiles et ou prendre de l'équipement voilà, avec les points d'action qu'on a. Alors, même chose pour ce qui est de la base militaire. La petite particularité de la base militaire, c'est que le premier joueur qui prend le jeton, qui est ici, qui sont des algues anti-radiation, donc il la prend, il la tourne, et il va ensuite dans son abri et baisser la jauge de une case. Donc là c'est à effet immédiat, c'est des algues anti-radiation. Donc j'ai oublié de préciser que bien sûr il faut une action pour récupérer les algues, ce que je viens de faire, et ensuite vous pouvez dépenser vos autres actions pour récupérer des munitions avec les points d'action. Donc là je refais la manip du début. Donc là admettons j'ai mon joueur bleu, j'arrive là, je récupère les algues anti-radiation, je vais baisser ma jauge comme vous l'avez vu de 1 et il me reste 3 actions, je prends 3 munitions. Voilà, donc j'ai utilisé mes 4 actions. Alors on a vu à peu près tous les lieux, donc le barrage qu'il faut automatiquement avoir une puce pour récolter de l'eau, la base militaire où on peut récolter des algues anti-radiation, faire baisser la radiation de l'abri, les ressources bois, la chasse. Ce qu'on n'a pas vu, c'est le cargo. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder la particularité de ce lieu. Alors, comme vous pouvez le voir, le cargo fournit des boîtes de conserve, des survivants, et il permet aussi de récupérer le jeton premier joueur. Alors, lorsqu'un joueur se déplace le premier sur la zone, donc le lieu du cargo, il va récupérer le pion premier joueur. C'est-à-dire que là, admettons, je vais prendre mon meeple bleu et on peut s'apercevoir, je vais le déplacer sur mon cargo. Donc il faut respecter la force de chaque meeple, c'est-à-dire chacun à sa place. Là, c'est un niveau 3, donc je le placerai sur le niveau 3. Si c'était un niveau 4, je l'aurais mis sur le niveau 4, etc. Et bien sûr, il ne peut pas y avoir plus de 2 meeples sur la même case. Donc là, en l'occurrence, celui-là ne pourra pas venir prendre des ressources ici. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, je récupère, j'étais le second joueur, admettons, je récupère le jeton au premier joueur, que je vais mettre là sur le côté. Et ensuite, je vais récupérer ce qui m'est donné sur le cargo. En l'occurrence, là, mon meeple de force 3 va récupérer une ressource boîte de conserve, ainsi que le survivant qui est là, que je pourrai ensuite placer. Admettons, je vais le mettre là. Donc voilà ce que fait le cargo. Admettons, le joueur d'après, il dit, bon, moi je vais activer, admettons le 5 était désactivé, je vais l'activer, je vais faire 1, 2, et hop, il va prendre la place ici. Et le joueur adverse va récupérer, en l'occurrence ici, 3 boîtes de conserve, ainsi qu'un survivant qui mettra dans son abri. Alors, je précise que le survivant que j'ai récupéré, on peut le placer immédiatement sur un emplacement libre de notre sas ou d'une salle construite. Donc là, je n'ai pas de salle construite pour l'instant, et la seule salle construite que j'ai, elle est pleine, donc je vais le laisser dans le sas. Si toutefois j'avais construit cette salle, dans celle-là, j'aurais pu le déplacer immédiatement parce qu'il y a des emplacements de disponibles. Voilà, en gros, l'avantage du cargo, c'est que c'est le seul moment du jeu où un survivant qu'on a récupéré peut entrer dans l'abri sans être obligé de passer par le sas. Donc il est possible de récupérer le survivant du cargo, même si son sas est plein, à condition d'avoir bien sûr une place dans les salles construites, comme je le disais. Alors, une fois la phase de jour terminée, c'est-à-dire que tous les meeples ont été activés, on va les coucher. Donc on va tous les coucher, ils vont devenir inactifs et on va ensuite passer à la phase de nuit.
Alors on va ensuite passer à la dernière phase du jeu qui est la phase de nuit. Donc durant cette phase de nuit, chaque joueur va gérer son abri personnel en 7 étapes. Donc là on rentre vraiment dans la phase de gestion. Donc il va tout d'abord résoudre les événements qui sont liés aux cartes événements. Il va ensuite nourrir ses survivants, gérer la radioactivité, recruter de nouveaux survivants, aménager les salles et activer leurs bonus, réparer les équipements et nettoyer son abri. Donc on va dans un premier temps, donc la phase numéro 1 ou l'étape numéro 1 de la phase de nuit, c'est résoudre les événements. Alors là c'est un petit peu particulier parce que dans l'ordre du tour du premier joueur, chaque joueur va pouvoir résoudre un événement en cours. En l'occurrence, là on est toujours sur l'événement de la pénurie globale qu'on a vu tout à l'heure. Pour le résoudre, il faudra 3 puces et 2 munitions. Donc là, admettons, le premier joueur il ne veut pas ou ne peut pas résoudre l'événement en cours. Ça va être au deuxième joueur de vouloir résoudre l'événement. C'est vrai que là, effectivement, c'est pas forcément un événement qui impacte, dont la gravité est pas, on va dire terrible, mais comparé à d'autres événements. Par contre, effectivement, ça va nous enlever une ressource. Et ça, c'est cumulatif. Ça veut dire que si on ne résout pas cet événement maintenant, au tour d'après, il va être toujours actif. Il va avoir son effet. Donc là, moi, pour éviter d'avoir son effet, je vais dépenser 3 puces et 2 munitions pour résoudre l'effet de la carte. Voilà pour l'exemple de la résolution de la carte d'événement. Alors pour symboliser que j'ai résolu l'événement, donc je vais prendre la carte, je vais venir la placer à côté de mon abri. On remarquera que à la fin de la partie je calculerai les points de survie et là j'en gagne 3 et on peut passer ensuite à l'étape 2 qui est nourrir ses survivants. Alors au niveau de la nourriture des survivants, le joueur va dépenser des denrées, c'est-à-dire tout ce qui est périssable, comme là j'avais dit le steak, donc c'est de la nourriture périssable, des boîtes de conserve ou de l'eau. Alors dans chaque salle où il y a au moins un survivant, ce qui est mon cas, on va devoir payer un coût qui est ici en denrées. Donc on pourra dispatcher, soit on paye 2 boîtes de conserve, 2 aliments périssables, 2 os, ou on mitige une eau et un steak. Voilà, ce que j'appelle un steak, c'est denrée périssable. Donc là, en l'occurrence, j'ai un survivant, ça me coûte 2. Bon, dans ce cas-là, je vais payer mes 2. Et voilà, j'ai nourri mon survivant. Là, par exemple, il me faut dans cette salle qui me rapporte une eau permanente, pareil, 2. Dans ce cas-là, je vais prendre une eau et une denrée périssable. Alors c'est là qu'interviennent, qui sont très très intéressants d'utiliser les denrées périssables parce que si on les utilise pas, on les conserve pas. Voilà, c'est un peu la particularité de ces denrées périssables qui ne dure qu'une journée. Donc voilà, donc là admettons j'ai fait toutes mes pièces avancées. Là je vais regarder dans mon sas. Alors là, peu importe le nombre de survivants dans le sas, un joueur doit fournir les denrées nécessaires s'il les a. Donc là c'est en l'occurrence c'est de l'eau. Donc là je dois payer une eau. Voilà, tout simplement. Et donc là je viens de nourrir tous mes survivants. Alors petite particularité sur le sas, pour placer un survivant sur la seconde ligne, d'accord, il est obligatoire d'avoir rempli la première, ce qui n'est pas le cas. Donc là, je ne pourrai pas placer de survivant car ici, je ne l'ai pas rempli entièrement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, peu importe le nombre de survivants que l'on a dans la pièce, il faudra payer le chiffre indiqué, que vous ayez 1, 2 ou la totalité de vos survivants dans la même pièce, à savoir qu'effectivement elle ne sera active, on ne profitera de son bonus que lorsqu'on aura rempli entièrement la salle de nos survivants.
Donc comment on perd des survivants? Donc un joueur doit fournir les denrées nécessaires s'il les a. Il ne peut pas bien sûr choisir de ne pas les payer, il est obligé de nourrir ses survivants. Bon voilà, en gros, chaque denrée qu'on ne peut pas payer entraîne la perte d'un survivant. Admettons, j'avais un survivant ici et je ne pouvais pas payer le coût de nourriture. Donc dans ce cas-là, hop, ben, on perd notre survivant, il s'en va voir ailleurs si c'est mieux, dans un autre abri entre parenthèses. Alors, l'étape 3 de la phase de nuit sera de gérer la radioactivité, tout en sachant qu'une vague de radioactivité entoure notre abri et sa force augmente à chaque tour. Donc là, étant donné qu'on est au premier tour, on peut voir que, bon, j'ai récupéré la carte événement que j'ai résolue, et on peut voir que la force de la vague de radioactivité est de 1. Elle sera rappelée aussi au niveau du sas. Donc là, on peut voir, nous avons les 6 tours. Donc 1 au premier tour, 2 au deuxième, 2 au troisième, 2 au quatrième, 5e 3, etc. Donc ça, c'est la puissance de la vague radioactive. Alors, chaque survivant présent dans le sas réduit de 1 le point de la force de la vague de radioactivité. Étant donné que là, on est au tour 1, donc au jour 1, ben là, on va encaisser, entre parenthèses, la vague radioactive. Donc là, il ne se passe rien. Par contre, admettons, nous sommes au tour 5 et la force de la vague radioactive est de 3. Nous n'avons que 2 survivants présents dans le sas pour, entre parenthèses, filtrer, absorber la radioactivité, en maintenant le sas, etc. Eh ben, dans ce cas-là, on fera la différence entre la force, qui est la force de la vague de 3, et la présence de survivants dans le sas, qui là, en l'occurrence, est de 2. Donc 3 moins 2 égale 1. On va augmenter la jauge de radioactivité de 1. À savoir que là, plus on monte et plus à la fin de la partie, il y aura une déduction au niveau des points de survie. Alors, à savoir que la jauge de radioactivité a plusieurs niveaux. Tous les joueurs, bien sûr, vont commencer au niveau 0. Chaque valeur va correspondre au nombre de points de survie gagnés ou perdus à la fin de la partie en fonction du positionnement du marqueur de radioactivité. Vous remarquerez qu'on peut descendre encore plus, donc on peut être à plus 1 et plus 3 parce qu'on aura récolté des algues et on aura fait descendre la radioactivité. Pareil, quand on pioche une tuile qui s'appelle, je me souviens plus, dans les villes, je vais regarder ça si je vous la retrouve. Voilà, ce sont les algocapsules, radiation -1, donc c'est aussi une des façons de descendre la radioactivité dans le positif. Par contre, si on doit monter notre jauge au-delà de la dernière case, donc c'est-à-dire à -11, chaque point de radioactivité supplémentaire non contenu nous fera perdre un survivant de notre abri qu'il va d'ailleurs quitter. Alors ensuite, nous allons passer à l'étape 4 de la phase de nuit, qui est de recruter des survivants. Alors pour cela, pour recruter des survivants, c'est simple. On va dépenser autant de denrées que l'on veut recruter de survivants. Donc là, admettons, il me reste un steak, une denrée périssable, que je vais utiliser d'ailleurs, parce qu'autrement, elle est perdue. Eh ben, dans ce cas-là, je vais la remplacer par un survivant que j'aurai recruté et que je viendrai mettre dans le sas qui est ici. Alors, à savoir qu'il n'y a pas de limite au nombre de survivants recrutés durant cette phase. Il faut bien sûr suffisamment avoir de place dans le sas pour les accueillir. Si ce n'est pas le cas, on ne pourra pas recruter de survivants. Alors, nous allons passer à l'étape 5 de la construction des salles. Pour cela, nous devrons payer 3 matériaux par salle. Les matériaux, je rappelle qu'il s'agit de métal, de bois et de puces. Donc je vous rappelle bien sûr qu'on a une face construite et une face détruite, ce qui est le cas là. Donc là, admettons, j'ai envie de construire cette salle. Je vais prendre, bon, allez, je vais dire 2 métal, 1 bois, par exemple. J'aurais pu prendre 2 bois, 1 métal ou un de chaque. Dans ce cas-là, je retourne ma pièce. Elle est maintenant construite.
Je pourrais bien sûr à partir de ce moment, c'est-à-dire de cette étape, à tout moment déplacer des survivants de notre sas vers les salles construites. Alors là je décide, admettons, de déplacer 2 survivants dans les salles construites. Je peux prendre aussi le risque, éventuellement, pourquoi pas, de déplacer un autre survivant, mais bon là je préfère le laisser dans la salle, autrement il n'y a plus personne qui bosse au sas. Donc voilà, donc un petit peu comment on construit les salles. Et si, admettons, j'aurais mis un 3e survivant, dans ce cas-là, ben, le bonus est activé immédiatement. Ce qui veut dire que là, je viens de remplir ma salle de survivants et la particularité de cette salle est de réparer automatiquement un équipement. Alors là, je n'ai pas parlé effectivement du niveau 6 du cargo. Parce qu'effectivement, ce grappin que je vais réparer automatiquement et que je vais mettre ici va permettre d'accéder au niveau 6. Vous avez remarqué tout à l'heure qu'il y a un niveau 3, 4, 5. Et il y a également un niveau 6 qui est là. Voilà. Et c'est grâce au grappin que l'on peut monter à ce niveau. À savoir que le bonus de ces salles ne sont utilisables qu'une fois par tour. Donc tout survivant placé dans une salle, il reste pour toute la partie. Donc seuls les survivants du sas peuvent être déplacés pour intégrer une salle définitivement. Et ceux qui ont intégré ces salles, ben, ils y restent ou ils partent. Ça dépend si on arrive à les nourrir ou pas. Alors ensuite, on va passer à la réparation des équipements. Donc tous les équipements que nous avons récupérés au cours de nos pérégrinations en ville, notamment là, arc, armure, etc. Pour les réparer, il va falloir utiliser son coût en réparation. C'est-à-dire qu'admettons sur l'arc, bon, ça me plairait bien d'aller chasser au tour d'après avec l'arc. Donc là, on me demande de payer le coût de 2 bois et un métal. Ce que je vais faire là, donc je paye 2 bois et un métal et je vais venir placer ensuite mon équipement qui va se situer sur le côté droit de mon abri qui signale que cet équipement est maintenant actif et comptera comme point de survie à la fin de la partie. Pour terminer la phase de nuit, on va passer à l'étape 7 qui est le nettoyage de l'abri. Alors là malheureusement, si nous n'avons pas utilisé nos denrées périssables, eh ben, dans ce cas-là, on va être obligé de les défausser car elles ne se conservent pas. Donc en l'occurrence ici, je ne garderai que ma boîte de conserve. Pareil pour l'eau, sauf 2 jetons. C'est-à-dire que là, on va défausser tout, sauf 2. Voilà, ça c'est les règles. Donc on va garder que 2 jetons eau. Alors, par contre, il y a une chose. Alors je pense que les gens qui vont regarder cette vidéo, notamment Grégory Oliver et les gars de la boîte de jeu, pourront éventuellement m'éclairer, parce que je n'ai pas vu dans les règles. Ils disent que dans le nettoyage de son abri, on doit replacer nos équipements en position d'utilisation. Donc je suppose que quand on utilise un équipement, peut-être qu'il faut le mettre comme dans Magic, il faut l'activer. Je sais pas, j'ai pas vu. Je regarderai ça plus profondément dans les règles, mais de mémoire, j'ai pas vu que effectivement il fallait l'utiliser qu'une fois, il n'était plus valable. Voilà. Bon, ça c'est juste un petit détail, hein, c'est pas important. Alors, donc voilà, donc la fin de cette étape annonce la fin de la phase nuit. Le tour est fini. On peut commencer au tour 2 par exemple et commencer la phase aube suivante. Donc dans ce cas-là, on va retirer une carte événement, etc. etc. Et si c'est le tour 6, le convoi arrive et c'est la fin de la partie. Voilà, on arrive à la fin du jeu, donc la partie s'arrête au 6e tour, lorsque on va retourner la dernière carte d'événement du plateau de convoi, et ensuite on va calculer
les points de survie au niveau des cartes qu'on aura résolues au niveau des événements. Donc en haut à gauche de ces cartes, on a les points de survie, le nombre de salles qu'on a construit et complété, etc. Et petite particularité, c'est le combo au niveau des cartes. Par exemple ici, on arrive à retracer un symbole d'un arbre, ben là ça va nous rapporter un point, me semble-t-il. Voilà, effectivement, on va calculer tous ces points, et puis on va voir quel est le clan qui sera sélectionné pour partir dans les fameuses cités subaquatiques secrètes et vivre pour le temps qu'il faut dans de meilleures conditions. Voilà, cette fois-ci, j'en ai terminé avec cette vidéo. Bon, j'ai dû sûrement oublier ou zapper 2-3 trucs, mais je pense que dans la grande généralité, vous avez la totale au niveau des règles de Outlive. Donc, je remercie encore, bien sûr, le créateur Grégory Oliver, la boîte de jeu, ainsi que mon partenaire Black Rock Games, pour cette super exclue et ce super jeu qui rentre personnellement dans mon top 5, donc je ferai une vidéo à ce sujet, du top 5 de mes différents jeux de société. Quant à nous, on va se retrouver très bientôt, il va y avoir du gameplay, il va y avoir des présentations d'autres jeux, notamment Terraforming Mars, que j'ai pu faire l'acquisition grâce au type de mes tipeurs, de certains de mes abonnés, et c'est un jeu qui est vraiment super aussi, je vous le présenterai. Il y aura aussi des tutos de peinture, de modélisme, enfin bref, ça sera le Magelf qui décidera en fonction de son inspiration du moment. On se retrouve très bientôt et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, ciao ciao.